Hollywood 1956. Le producteur Frank Rosenberg achète les droits du roman de Charles Nader, The Authentic Death of Henry Jones, qui vient juste d'être publié. Nader a en fait adapté le roman autobiographique de Pat Garrett, The Authentic Life of Billy the Kid. Patrick Floyd Garrett y racontait comment il avait pourchassé et emprisonné William Henry Bonney, surnommé Billy le Kid. Après s'être évadé, Billy fut finalement abattu par Garrett le 14 juillet 1881. Billy le Kid s'était rendu célèbre en participant à la guerre de Lincoln County qui opposa 3 barons du bétail au cours de l'été 1878. Le livre écrit par Garrett tentait en vain de rétablir la vérité historique sur le personnage de Billy le Kid, devenu une véritable légende de l'Ouest. Plusieurs westerns ont déjà contribué à cette légende. Le plus célèbre d'entre eux étant le Banni, réalisé par Howard Hawks et Howard Hughes en 1940. What's your name? Rio. What's the rest of it? McDonald. First you take my horse and then my girl and... You get out of here and shut the door. En 1956, le roman de Charles Nader apporte une nouvelle pierre à cette légende de Billy le Kid. L'action originale, située au Nouveau-Mexique, est déplacée en Californie. Billy le Kid est rebaptisé Henry Jones, tandis que Pat Garrett devient le personnage de Dad Langworth. Nader s'intéresse aux derniers jours de la vie du hors-la-loi. Il travaille sur la distance qui sépare le mythe de la réalité et sur le vide émotionnel qui conduisait le jeune homme à sa fin tragique. Billy le Kid est le sujet à la mode du moment. Gore Vidal a écrit en 1955 une version du mythe pour la télévision, scénario qui va resservir en 1958 pour le film d'Arthur Penn, Le Gaucher, interprété par Paul Newman. Rosenberg est convaincu de pouvoir produire un grand film d'après le roman de Nader. Pour interpréter le rôle du hors-la-loi, il pense à Marlon Brando, l'acteur fétiche d'Elia Kazan. Rosenberg veut s'assurer d'un scénario de qualité. Pour rédiger l'adaptation du roman de Nader, le producteur fait appel à un ami à lui, un jeune scénariste de télévision nommé Sam Peckinpah. The Rifleman. Starring Chuck Connors. Peckinpah est tout particulièrement fasciné par le style littéraire de Nader, par sa façon de dilater l'instant d'un bref coup de feu, d'insister sur la perception ultime de l'homme qui va mourir. Peckinpah réfléchit à la façon de transcrire visuellement cette trouvaille de Nader qui rejoint sa propre observation faite en Chine alors qu'il servait dans les marines. Lors de l'attaque du train qui reliait Pékin à Tientsin, Peckinpah avait cru voir le corps d'un homme s'écrouler au ralenti après avoir reçu une balle. Peckinpah mettra 10 ans à faire aboutir à l'écran cette réflexion sur la perception dilatée du temps au moment d'une fusillade. Ce sera bien sûr l'extraordinaire séquence d'ouverture de la horde sauvage, alternant ralenti et prise de vue filmée à vitesse réelle. If they move, kill them.
Peckinpah s'éloigne du texte du roman en modifiant la structure du récit et en écrivant de nouvelles scènes. Il reste cependant fidèle à Nyder en conservant le caractère positif et sympathique de Dad Langworth. Le personnage reste encore très proche de son modèle historique, Pat Garrett. Peckinpah termine son scénario le 3 octobre 1957. Frank Rosenberg est enthousiasmé par le résultat et envoie le scénario à Marlon Brando, qui vient de terminer le tournage du film d'Edward Dmytryk, Le bal des maudits. En avril 1958, Rosenberg appelle Peckinpah. Brando adore le scénario. Il a attendu 7 mois avant de le lire, puis il l'a dévoré en 2 jours. Brando accepte de produire le film avec sa propre compagnie, Penn Baker. Marlon Brando est l'acteur le plus coté d'Hollywood et Peckinpah flotte sur un petit nuage. D'autant que Brando annonce à Sam qu'il veut confier la réalisation du film au jeune réalisateur le plus coté du moment, Stanley Kubrick. Peckinpah est enthousiasmé par ce choix. Il espère que Kubrick va donner au western un chef-d'œuvre aussi novateur que le fut en 1956 l'ultime razzia pour le film noir. You ever take a few thousand? You like money. You got a great big dollar sign there where most women have a heart. So play it smart. Pendant 3 semaines, Peckinpah se rend tous les jours dans la villa de Brando sur Mulholland Drive afin de retravailler le scénario. L'acteur s'investit totalement dans le personnage du Kid qui se nomme maintenant Rio. Brando insiste pour noircir le personnage de Langworth. La trahison devient le thème central de l'histoire. Et la trahison intervient dans la préparation du film. Pour signer son contrat, Kubrick exige d'emmener son propre scénariste, Calder Willingham, co-auteur de l'adaptation des Sentiers de la Gloire. C'est par téléphone que Brando annonce à Peckinpah qu'il est renvoyé du projet. Quelque temps plus tard, Kubrick est renvoyé à son tour. D'abord parce que Brando et Rosenberg détestent le scénario de Willingham, jugé totalement infilmable. Ensuite, parce qu'au cours d'une séance de travail, Kubrick pose à la star une question à double sens. « Je n'arrive toujours pas à comprendre le but de ce film. » Brando lui répond « Récupérer les 250 000 $ que je verse chaque semaine à Karl Malden. » Kubrick souhaite imposer Spencer Tracy dans le rôle de Dad Langworth. Pour Marlon, il est hors de question de se séparer de son partenaire de longue date. Kubrick quitte la production de Brando et retrouve immédiatement un nouveau travail. Il reprend le tournage de Spartacus à la place d'Anthony Mann qui vient d'être renvoyé par Kirk Douglas. Have been destroyed by Spartacus. Spartacus, a motion picture unequaled in the entire history of filmmaking. Rosenberg demande à Brando de revenir au scénario de Peckinpah. Brando obtempère. Il commence le tournage à l'automne 1958 avec le titre de réalisateur. Mais il fait appel à Guy Trosper pour réécrire le scénario au jour le jour. Selon Peckinpah, il ne reste dans le montage final que 2 scènes conformes à ce qu'il a écrit. Selon un autre témoin, le film terminé est fidèle à 80% à la version de Peckinpah.